L'invité de la matinale. KTO Radio. Comment faire du développement humain intégral une priorité en matière d'intelligence artificielle ? C'est un thème cher au pape François et qu'un réseau de chercheurs issus d'universités catholiques françaises, mais aussi américaines, italiennes, kenyanes ou encore singapouriennes a décidé de se saisir. Notre invité coordonne ce projet baptisé New Humanism in the Time of Neuroscience and Artificial Intelligence. Mathieu Guillermin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en physique et philosophie, maître de conférences à l'Université catholique de Lyon. Donc ce titre en français, c'est Être humain au temps des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Le projet a été lancé en 2023 et vient de publier ses premiers résultats. Mathieu Guillermin, en quelques mots, dans quelle démarche s'inscrit ce projet ? Quelle est l'idée de base ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Alors l'idée du projet, c'est de bridger un petit peu faire le lien entre les milieux universitaires, académiques, où il y a des experts de beaucoup de disciplines sur ces questions importantes, mais qui restent parfois théoriques à propos de comment on est transformé par les technologies, qu'est-ce que l'IA nous fait, qu'est-ce que l'intelligence humaine, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, des choses comme ça, avec les vrais sujets de société et avec l'humilité aussi de se dire que y a des grands problèmes de société autour de l'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde est un petit peu sensibilisé maintenant et que ces questions, elles vont poser justement le problème de qui on veut être, qui on est en tant qu'humain aujourd'hui et demain avec nos technologies et en particulier avec l'intelligence artificielle et que ces questions-là, nous, on pense que on doit aider à ce qu'on puisse en parler comme il faut en société, notamment en mettant sur la table les connaissances qu'on peut avoir disciplinaires, mais qu'on ne peut pas y répondre nous-mêmes. Ce n'est pas les experts qui peuvent répondre à ces questions-là. Ce qu'il faut faire, en tout cas c'est la conviction du projet, c'est aider tout le monde, nous compris d'ailleurs, à avoir une discussion citoyenne sur ces sujets-là pour pouvoir après mieux s'orienter au niveau éthique. Et donc le but, c'est de mettre à disposition, donc dans 9 pays participants, 13 partenaires, principalement des universités catholiques, les ressources de l'université pour d'une part apporter des connaissances au débat, mais aussi pour organiser des discussions dans les différents pays et aider à après les synthétiser, les mettre à disposition, en tout cas les mettre à disposition les résultats et ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est vraiment mettre au service de la réflexion collective les ressources des universités. Et comment vous faites pour inviter les citoyens à s'emparer de ces sujets, de ces débats ? Alors ça, c'est tout un sujet qu'on pourrait d'ailleurs croiser avec les problèmes d'algorithmes de recommandation ou de choses comme ça et de comment on dispose de notre temps d'attention disponible chacun dans nos vies de tous les jours. Donc c'est quand même un enjeu fort et c'est pas facile et on n'est pas des professionnels mais de la communication en tout cas. Mais bon, on a essayé de commencer par définir avec des partenaires locaux, chaque université partenaire dans le pays concerné a défini avec les partenaires locaux des sujets, des sujets d'importance où les gens avaient envie éventuellement de discuter avec des relais, et après de travailler avec ces communautés-là à faire des débats en présentiel, des événements en présentiel, des discussions en présentiel, et après on a collecté ce qui s'est dit en présentiel et on a pour chaque pays, ouvert des espaces de débat en ligne où on a invité les gens à venir poursuivre la discussion en ligne après, ce qui nous a permis ensuite de faire des synthèses et de produire des premiers résultats de discussion. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même eu grosso modo 2000 participants à date tout autour du monde qui sont venus contribuer à nos débats. Il y avait dans ces participants-là aussi des représentants de 70 associations ou organisations en lien avec les personnes plus exclues ou vulnérables, donc ça peut être des personnes handicapées, des patients en médecine ou d'autres choses comme cela. Et puis on a collecté globalement 3400, alors ça c'était en novembre, les chiffres datent de novembre, 3400 contributions en ligne, soit restituées des débats en présentiel, soit produites par les gens qui ont poursuivi la discussion en ligne. Et alors une particularité quand même de ce qu'on essaye de faire, c'est que plutôt que de dire voilà tout ce qui s'est dit comme ça, on a essayé d'aller
chercher tout ce qui faisait sens pour nous, en étant vraiment le plus généreux possible, le plus charitable possible, et de me retranscrire à travers un regard de dire est-ce qu'il y a parmi toutes ces idées qui font sens qu'on entend, donc chacun a fait le travail, les partenaires ont fait le travail dans les pays, puis on a fait des synthèses globales de ça, et dans tout ça, toutes les idées qui peuvent s'entendre, est-ce qu'il n'y en aurait pas qui seraient en tension? Et on a essayé d'aller chercher, pour informer un petit peu la réflexion collective, les points de tension ou de complexité où il y a des idées qui semblent entrer en conflit sans qu'il y ait l'air de devoir dire tout de suite il y en a une qui est fausse et c'est celle-là la bonne, mais de déjà reconnaître de manière un petit peu partagée et de s'enrichir et d'aider à ce que tout le monde s'enrichisse mutuellement avec voilà, des idées de tiens là, les gens ont dit ça et aussi ça, et ça tient la route et il y a un problème et il faut le regarder en face. Et quels sont les premiers résultats qui émanent de ces contributions, justement, Mathieu Guillermin? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Oui, alors on pourrait. Il y en a beaucoup et j'invite les auditeurs et les auditrices à éventuellement aller consulter pour voir plus loin le site web. On peut peut-être le dire, c'est Oui, oui. nhnai.org/fr pour la version française, mais peut-être ça sera retrouvable sur votre site. Mais donc on a travaillé de manière transversale sur le thème l'humain et l'IA, mais aussi de manière un peu ciblée dans des champs d'application qui étaient l'éducation, la santé et la démocratie. Et bien, par exemple, dans les idées qui sont ressorties pour la démocratie, très rapidement, il y a eu, et ça c'est les partenaires kényans, les discussions au Kenya qui ont fait remonter des idées intéressantes c'est super l'IA, ça va nous aider à nous développer, ça va répondre à plein de problèmes qu'on a pour avoir des meilleurs drones ou des choses pour aider les personnes qui sont un peu plus vulnérables ou handicapées, mais en même temps, on n'a pas de gros développement technologique nous-mêmes et on risque de perdre la souveraineté sur notre développement technologique et d'avoir de la dépendance technologique à des acteurs internationaux et donc de moins bénéficier finalement de l'IA. Et donc ça, c'est vraiment un exemple intéressant c'est pas seulement au Kenya que c'est vrai ça, c'est vrai très fortement au Kenya, mais ça peut enrichir la réflexion des autres pays parce que en Europe, on en parle aussi de prendre du retard et de devenir un peu une dépendance des États-Unis ou de la Chine. Donc voilà par exemple un sujet. Et autre point sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête maintenant, Mathieu Guillermin, un des aspects qui a émergé et sur lequel on a échangé en préparant l'interview, la relation, les liens, l'affection que les humains commencent à tisser avec les machines. C'est quelque chose qui ressort dans plusieurs pays. C'est une réalité également aujourd'hui avec ce que l'on appelle des compagnons virtuels. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors, factuellement, il y a des technologies maintenant c'est principalement hein, les grands modèles de langage comme GPT ou d'autres qui ont rendu ça possible et très efficace. Euh, on a des propositions d'automates qui vont nous tenir la conversation. Et ça va pas être pour nous informer spécialement, ça va plutôt être pour jouer le rôle d'un compagnon ou d'un ami ou d'un conseil éventuellement, même si les entreprises qui vendent ça ou qui proposent ça sont très prudentes. Hein. Mais donc on va avoir voilà la petite amie virtuelle ou le copain virtuel ou des choses comme ça qui est là pour nous tenir compagnie. Et donc c'est des choses effectivement de manière générale, on va dire ce type de possibilité de la machine de donner le change quelque part dans la relation a été beaucoup évoqué dans les discussions, notamment beaucoup au Portugal et en France, mais pas que. Et il y a l'idée que bah voilà les gens pointent, ils le voient se faire que on risque d'avoir tendance à se relayer de plus en plus profondément et affectivement avec les machines parce qu'elles donnent le change. Et ça, c'est un petit peu un fait, quoi. C'est difficile voilà, de rester neutre par rapport à. En plus, on a pris l'habitude d'interagir à travers nos écrans avec la Covid, donc c'est renforcé. Et donc ça a été discuté, ça, tout en. Et c'est justement là où on a vu un point de tension intéressant. Les gens discutent ça, disent OK, il y a cette proposition, cette tentation peut-être, mais en même temps on a la conscience que ça reste des machines et que voilà, on a pu discuter un petit peu du sujet des droits, mais les gens ont dit bah oui bien sûr les droits de la machine. Le jour dans 100 ans où on a quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle espèce, pourquoi pas, peut-être, mais pour l'instant c'est un sujet qui est pas sérieux. Les machines sont des machines, il faut pas oblitérer la spécificité de l'humain, donc ça a vraiment été dit. Et les machines ne doivent pas avoir de droit. Il faut bien garder la spécificité de l'humain, et il faut pas que la machine se substitue
à la relation humaine. Mmh. Et donc, vous voyez un petit peu cette tension exprimée entre les machines sont convaincantes, on va avoir envie de se relier à elles, affectivement, y compris affectivement, et en même temps, la conscience forte que la relation humaine, c'est quelque chose de spécifique, la relation au vivant, c'est quelque chose de spécifique, et qu'il faut le préserver. Et est-ce que néanmoins, ces compagnons virtuels peuvent, influencer les relations que peuvent avoir les humains même entre eux? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de danger à fortiori avec ces nouvelles relations virtuelles? Alors oui, dire: «Ce ne sont pas des machines, il faut pas se relier avec elles affectivement», ça peut être un problème. Parce qu'on est quand même devant une réalité où on a une machine qui certes n'est qu'une machine, mais a toutes les apparences de l'humain, au moins dans la conversation, peut vraiment, enfin vous parleriez à un vrai humain, vous auriez la même conversation. Et donc simplement dire: «Je sais que c'est une machine, je la traite comme telle», c'est potentiellement dangereux. Alors à différents titres, mais déjà il y a le côté, avoir une proposition, un objet technologique qui couple à la fois le côté je suis un objet à ton service, potentiellement tu m'as même acheté, tu m'as payé, donc tu attends de moi que je sois à ton service comme un objet, et en même temps ça c'est attirant parce que ça ressemble à l'humain. Et donc là on apprend à tenir ensemble et à avoir l'habitude d'avoir à la fois le côté tu es un objet et tu es à mon service intégral comme un objet et je te jette à la limite si tu fonctionnes pas ou si tu me satisfais pas, et le côté humain, mais avec tout le côté humain pas dérangeant. Donc en fait, on a un petit peu mutilé ce que ça veut dire humain sans le rendre compte. On a le côté c'est sympa, ça ressemble à un humain, et en même temps, ça risque pas de me contredire, ça risque pas de m'abandonner, ça risque pas de faire tout ce que j'ai peur qu'un humain fasse. Mais en même temps, là, dans tout ce que j'ai peur qu'un humain fasse, c'est aussi ce qui fait la profondeur et la réalité, l'authenticité de la relation humaine. Et donc, quelque part, on a enlevé l'authenticité de la relation humaine, même si parfois elle est effrayante, même si parfois elle est redoutable et elle peut être destructrice aussi hein, pour la personne. Et on a rajouté à la place un côté objet et c'est cool, c'est une sorte d'humain qui est mon esclave finalement. Et donc, en plus de potentiellement abîmer et contribuer à continuer à l'érosion des relations humaines, parce que c'est déjà là, hein, et c'est déjà un sujet. Il y a ce risque de contribuer à ça et de renforcer cette érosion des relations entre nous, de faire perdre un peu le sens de ce qu'est la relation humaine. Mais en plus, on a même le risque de finalement se réhabituer à ce que des humains esclaves ou des choses qui ressemblent à l'humain et qui sont nos esclaves, c'est normal. Et donc après, pourquoi pas étendre un petit peu le réflexe à d'autres, Mmh. à de vrais êtres humains, quoi. Vous voyez, donc c'est important de parler de tout ça. Nous, on n'a pas la vocation à dire voilà ce qu'il faut faire, mais on a la vocation à faire parler de ces sujets-là et à aider à ce que tout le monde en parle et puisse un petit peu se sensibiliser à ces sujets-là. Et en quelques mots pour, conclure, Mathieu Guillermin, qu'espérez-vous, qu'attendez-vous de ce projet et de ses résultats une fois aboutis? Mmh. Bah, nous, alors une fois abouti, je dirais c'est amorcer, une dynamique et une culture de la réflexion éthique et de l'effort éthique chez tout le monde pour compléter un petit peu. Il y a beaucoup d'efforts qui se font on va dire en descendant par les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont le pouvoir de décision, les politiques, les grandes entreprises. Elles font un travail éthique quand même, et après ça fait des normes et ça descend. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut que ce mouvement, il rejoigne un mouvement qui parte un petit peu de nous, de tout un chacun, chacune et chacun, qui participe à un peu avoir des exigences, à être un peu au courant et à réfléchir et à donner un cap. Et donc voilà, nous, notre idée, c'est d'essayer de contribuer à l'émergence ou à renforcer la réflexion un petit peu horizontale qui serait un peu plus ascendante comme ça pour rejoindre la régulation top-bottom, on va dire, et top-down, descendante en bon français. Et donc voilà, nous on essaye de contribuer à ça et de créer un réseau d'acteurs universitaires pour, voilà, encore une fois, on pense que l'université, en particulier catholique, elle doit mettre ses ressources pour faire aider à ce que cet effort se crée et se renforce et soit efficace. Merci, Mathieu Guillermin. Je rappelle, le nom du site, sur lequel les auditeurs, s'ils sont intéressés, peuvent participer, en tout cas enrichir ces débats, www.nhnai.org/fr. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Mathieu Guillermin. Je rappelle que vous êtes docteur en physique et philosophie, maître de conférences à l'Université catholique de Lyon et donc coordinateur de ce projet Être humain au temps des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Encore merci et bonne année à vous. Merci, bonne année.